Alors, dans ce cours, nous allons continuer à parler des lois de la mécanique classique d'après Hamilton. Et en particulier, on va parler de ce chapitre « Flot géodésique sur une surface, courbure de Gauss et chaos ». Donc c'est un chapitre du cours de physique et mathématiques que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, commençons. Donc nous considérons une surface S dans l'espace euclidien R3 et tout d'abord nous parlons de la courbure de Gauss en un point de cette surface. Donc voici ici une surface S représentée, inclue dans l'espace euclidien R3, et pour un point X de cette surface, représenté ici par le point noir, on appelle Nx le vecteur normal au plan tangent à la surface. Donc il est normal à la surface et on le suppose unitaire, c'est-à-dire de longueur 1. Voilà, et on peut faire ce choix en chaque point. Donc ici un autre point. Le vecteur normal à la surface est appelé ici N1, ici il est appelé N2. Alors on pourrait choisir le vecteur Nx dans ce sens ou dans l'autre sens. Le choix est arbitraire, on fait un choix dans un voisinage de x. Ici, on a choisi n de x au-dessus de la surface. Ainsi, on obtient une application sur la surface qui, à chaque point x, associe nx à un vecteur unitaire, le vecteur normal, nx. Et ce vecteur, on peut le représenter comme il est unitaire, de longueur 1. En fait, on peut le voir, nx, comme un point sur la sphère S2, la sphère de rayon 1 dans R3. Et vous voyez sur cet exemple, comme la surface a de la courbure, eh bien Nx c'est ce point-là, et lorsqu'on passe ici au point x1 voisin, N1 a basculé vers la droite, c'est un autre point de la sphère S2. Et lorsqu'on a basculé du point x au point x2, N2, le vecteur normal, a changé aussi, c'est un autre point de la sphère. Cette application N qui va de la surface dans la sphère S2 de rayon 1 s'appelle l'application de Gauss. En cliquant ici, vous pouvez avoir les informations. Voilà, on apprend que Gauss a écrit un article en 1825 où il a introduit pour la première fois cette application. Alors ce qui est important, c'est de voir comment cette application nous renseigne sur la courbure de la surface. On le devine sur cet exemple. Vous voyez, ici, lorsqu'on est au point X, l'image Nx est ce point, et lorsqu'on se déplace selon ce chemin vert, eh bien, le vecteur normal bascule, et l'image donc de l'application N va à droite. Et lorsque le point X, ici sur la surface, bascule au contraire vers l'arrière, dans une autre direction, le point N2, lui, bascule à l'arrière, et l'image change aussi. Et donc, ce qui est important, c'est de voir comment cette application se comporte au voisinage de x. Et ce qu'il apparaît ici, c'est que donc d'un point de vue infinitésimal, donc lorsqu'on regarde la différentielle de l'application n, eh bien, voilà, de façon précise, la différentielle de l'application n, c'est une application linéaire qui va de petits déplacements sur la surface, donc qui part de l'espace tangent au point x, et dont l'image est l'espace tangent à la sphère au point n de x. Cela traduit le fait que la différentielle représente le comportement de l'application n pour des petits déplacements infinitésimaux. Eh bien, on définit la courbure de Gauss au point x comme étant le déterminant de cette application linéaire, le déterminant de la différentielle de n au point x. Alors, quel est le sens de ce déterminant, donc de la courbure de Gauss? Comme on vient de le dire, le déterminant d'une application linéaire est positif si l'application linéaire préserve l'orientation et négatif sinon. Et dans cet exemple, vous voyez que ici, en prenant des vecteurs, une base orientée de l'espace tangent,
Donc, si on appelle 1 et 2 les vecteurs ici de base de déplacement sur l'espace tangent, eh bien leur image est encore une base orientée vers N1 à gauche et vers N2 en haut. Ainsi, dans cet exemple, le déterminant est positif et donc la courbure de Gauss K de x est positive. On dira que cette surface a une courbure positive au point x. Vous pouvez imaginer une autre surface qui serait plutôt en creux comme ça, donc cette même surface mais qu'on a renversée. Eh bien vous observeriez que le vecteur n1 ici partirait à gauche, le vecteur n2 partirait en bas, et l'orientation serait toujours n1, n2, l'orientation serait toujours préservée et la courbure serait encore positive. Par contre, il est intéressant de considérer l'exemple suivant. Vous voyez, la surface ici, c'est ce qu'on appelle une selle de cheval. Au point x, le vecteur normal n de x est comme ceci, et lorsqu'on se déplace à droite, le vecteur n1 bascule à gauche. Donc vous voyez, partant de nx, n1 sur la sphère S2 part à gauche. Par contre, en partant vers l'arrière, le vecteur n2 bascule à l'arrière comme tout à l'heure. Et là, on s'aperçoit que l'image par la différentielle de n au point x, l'image d'une base orientée, donc se déplacer à droite et se déplacer vers le haut, et bien son image, au contraire, est une base d'orientation inverse. Là, c'est n1 est à gauche, n2 est en haut. Et donc, dans cet exemple, le déterminant de la différentielle de l'application de Gauss est négative. Par conséquent, la courbure k de x de Gauss au point x est négative. On dit que la selle de cheval est un exemple de surface de courbure négative. Pour finir, voici un autre exemple. C'est une feuille de papier plate qu'on a modifiée pour en faire comme un tunnel, ici, vous voyez, une portion de cylindre. Donc, toujours la même expérience. Voici les vecteurs normaux à la surface, et voici les vecteurs normaux représentés sur la sphère S2. Voilà, donc dans le cas d'une portion de cylindre, ou d'une feuille plate, eh bien vous voyez que lorsqu'on se déplace de x vers x1, le vecteur n de x reste constant. Et donc par conséquent, l'application n est dégénérée au point x. Vous voyez, l'image d'une base par la différentielle n'est pas une base parce que ça donne qu'un seul vecteur déplacement. Et donc le déterminant est nul, la courbure de Gauss est nulle, k de x égale 0 en ce point. Et bien sûr, c'est le cas aussi pour une surface plate comme la surface d'une table. Voilà, donc pour retenir, on a défini la courbure de Gauss comme étant le déterminant de la différentielle de n au point x, et on a remarqué le rapport entre le signe de la courbure de Gauss positif si jamais la surface est du même côté du plan tangent Tx de S. Dans cet exemple, par exemple, la surface est dessous le plan tangent. Alors que quand la courbure est négative, eh bien vous voyez, imaginez le plan tangent à la surface au point X, horizontale sur la figure, eh bien la surface passe de part et d'autre du plan tangent, lorsque la courbure est négative. On pourrait exprimer la courbure de Gauss en coordonnées locales. Eh bien, tout simplement, comme le montrent ces figures, il faudrait prendre des coordonnées locales x1, x2 sur la surface, de sorte que au point étudié, on soit à l'origine de ce système de coordonnées, donc x1, x2 égale 0, et que localement, ce soit des coordonnées mesurant la longueur, c'est-à-dire que la métrique au point origine étudié, ce soit la métrique euclidienne. On prendrait aussi des coordonnées locales y1, y2 sur la sphère S2, vérifiant les mêmes propriétés, c'est-à-dire que au point image, ce soit l'origine des systèmes de coordonnées, et alors on regarderait comment l'application de Gauss se comporte au voisinage du point étudié. Autrement dit, on étudierait les dérivées partielles de yj par rapport à xk. On construirait comme ça la matrice de la différentielle dans cette base,
et on prendrait le déterminant de cette matrice pour obtenir la courbure de Gauss. Une remarque, c'est que pour définir la courbure de Gauss, on a choisi une orientation. On a choisi par exemple de prendre nx d'un côté de la surface. Si on avait pris nx de l'autre côté de la surface, eh bien, qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait changé que nx aurait été changé en moins nx. Et vous voyez que pour le déterminant d'une matrice 2 par 2, mettre des moins de partout, ça ne change pas le résultat. Et donc, ça n'aurait pas changé la courbure de Gauss. Une autre marque, c'est une autre expression équivalente de la courbure de Gauss, k de x au point x. On ne va pas détailler vraiment cette expression, vous pouvez la trouver dans des livres, mais on la mentionne. Par exemple, ici, sur cet exemple, au point x, vous voyez, on pourrait considérer deux grands cercles qui passent par x et qui sont aussi tangents à la surface au point x. Et ces deux grands cercles de direction orthogonale, un comme ça et l'autre comme ça, seraient de rayon R1 et de rayon R2, et ce seraient les directions telles que les rayons soient maximaux ou extrémaux, et on fait le produit R1 fois R2 et on prend l'inverse, et l'inverse donne la courbure de Gauss. Dans cet exemple, par exemple, vous voyez, là vous avez un cercle tangent à la surface de rayon R1, ici, dans la direction perpendiculaire, un cercle tangent à la surface de rayon R2, ça vous donne les valeurs R1 et R2, et pareil, on fait le produit, on prend l'inverse. Dans cet exemple, le fait que les deux cercles soient de côté opposé à l'espace tangent, eh bien, on va convenir que R1 fois R2 est négatif, et ça donnerait le signe négatif de la courbure de Gauss dans cet exemple. Et dans ce dernier exemple, vous voyez, vous avez le cercle R2 ici, le cercle de rayon R2 comme ceci, et dans la direction x1, le cercle a un rayon R1 infini. Par conséquent, le produit R1 R2 est infini et l'inverse est égal à 0, et ça explique que dans cet exemple, la surface a une courbure nulle, 0 au point x. Et pour terminer, une autre remarque que l'on détaillera dans un autre chapitre, c'est que la courbure de Gauss, en fait ici vous voyez, pour définir la courbure de Gauss à la surface, on a eu besoin d'utiliser l'espace euclidien R3 ambiant. Donc de penser que cette surface était inclue dans un espace euclidien plus grand. Et on a eu besoin de ça pour définir la courbure de Gauss, car on a eu besoin de ça pour définir l'application de Gauss. Mais en fait, Gauss, dans un théorème célèbre qui s'appelle le théorème remarquable de Gauss, vous pouvez cliquer ici pour avoir l'histoire sur ce théorème. Eh bien, Gauss a montré que la quantité, la courbure k de x, s'obtient seulement à partir d'informations sur la longueur intrinsèque à la surface, de la façon suivante. Donc, en un point x donné de la surface, et pour une valeur R, un rayon donné R positif, on considère tous les points Y qui sont à la distance R du point X donné. C'est ce qu'on appelle donc le cercle de centre X et de rayon R sur la surface. Et on note valeur absolue de C, XR, la longueur du pourtour de ce cercle, autrement dit son périmètre. Et bien lorsque R tend vers 0, autrement dit lorsque on considère des cercles de rayon très petits, la longueur de ces cercles se comporte comme 2πr en première approximation. Mais il y a une correction en R2 qui est moins 1,5 de k de x fois R2, où k de x est la courbure de Gauss. Ça se devine bien. Par exemple, imaginez cet exemple, un cercle de centre X et de rayon R, et bien vous voyez qu'à cause de la courbure positive, la longueur du cercle sera plus petite que 2πr. Par contre, dans cet exemple, à cause du fait de devoir monter ici, de descendre ici, un cercle de rayon R aura une longueur plus grande que 2πr. Et ça correspond au fait que dans cette formule, il y a bien un signe moins ici. Lorsque la courbure est positive, ça diminue
la longueur, le périmètre du cercle. Lorsque la courbure est négative, ça augmente le périmètre du cercle par rapport au cas plat où la longueur, le périmètre d'un cercle est égal à 2πr. Voilà, donc c'est une formule qu'on ne démontre pas ici, mais qu'on mentionne, et qui montre que la courbure de Gauss s'obtient ainsi par la dérivée seconde de la périmètre d'un cercle en R égale 0, et donc ça fait intervenir que des mesures de longueur internes à la surface, autrement dit ça fait intervenir que la métrique sur la surface, parce que pour définir la longueur de courbe, rappelez-vous, on a utilisé la métrique qui est sur la surface. On dit donc que la courbure est une grandeur géométrique intrinsèque à la surface en tant que variété riemannienne. Et c'est ça le contenu du théorème remarquable de Gauss. En dimension plus grande, cette théorie, ces notions-là ont été développées par Riemann avec la notion du tenseur de courbure de Riemann qui remplace la courbure de Gauss. Tout cela est étudié dans un chapitre ultérieur de géométrie riemannienne.